on va principalement parler de la façon dont les créateurs de contenu sont devenus la médiation entre la culture, l'art et leur public, avec leur public, et bien évidemment avec l'aide des curateurs comme Mathilde qui est ici, qui est responsable communication au Petit Palais, et Camille qui est la fondatrice du compte Instagram La Minute Culture. Je vous laisse vous présenter, je vous en prie. Alors bonjour à tous, donc, je suis Mathilde Beaujard, je suis responsable de la communication et de la presse du Petit Palais depuis 2016 et je suis arrivée au Petit Palais en 2013 en tant qu'attachée de presse. Et Camille. Et bonjour, je suis Camille Jounot, donc créatrice du compte Instagram La Minute Culture et je suis autrice à côté, donc ça veut dire que les dénominateurs communs de toutes mes activités professionnelles sont l'écriture, la culture et la transmission. Et donc j'ai créé ce compte Instagram effectivement pour permettre aux gens de découvrir la culture de manière accessible et les encourager à fréquenter les musées et les galeries. Et du coup, en quelle année toi tu l'as créé ce compte ? En février 2019. Et aujourd'hui, tu as combien d'abonnés ? 151 000. C'est pas petit, en tout cas. Et tu as toujours été intéressée par la culture ou tu l'as découvert un peu par hasard ou comment ça s'est passé ? Il y avait un terreau familial plutôt sur l'histoire et la littérature, les livres à la maison, mais après tout ce qui est visite au musée, etc. J'ai pas grandi, je suis pas allée au musée, je suis pas allée en galerie quand j'étais enfant. C'est plus quelque chose qui s'est développé au cours de mes études. J'ai un master en communication et quand on étudie à com, il faut effectivement se faire une culture visuelle. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à découvrir l'art, la peinture et je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique et ça ne m'a plus jamais lâchée. Et toi Mathilde, du coup, comment t'es arrivée à ce poste-là ? Est-ce que tu avais une appétence pour la culture depuis longtemps ou pas du tout ? Alors moi j'ai toujours été passionnée par la culture, c'est vraiment dans ce milieu que j'ai voulu travailler depuis toujours. En fait j'ai fait un stage quand j'étais en 3e chez un commissaire-priseur et j'ai adoré. Et comme quoi les stages de 3e peuvent servir. Et cette femme qui était commissaire-priseur avait fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre et je me suis dit c'est ça que je veux faire. En tout cas après le bac je veux aller étudier l'histoire de l'art, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je me voyais pas du tout être conservatrice, c'était pas du tout ce que j'avais envie. J'avais plutôt envie de partager ma passion. Échanger, c'est ce que j'aimais faire en tout cas avec mes amis, échanger autour des expositions que je voyais, partager mes expériences au musée et donc je me suis dit que la communication était sans doute un bon moyen en tout cas de poursuivre cette expérience-là et donc j'ai fait un DEA et oui, c'était à l'époque des DEA en sciences de l'information et de la communication et après je suis devenue attachée de presse, voilà. Très bien. Et du coup, c'est parfait de vous avoir toutes les deux ici parce qu'on va parler de la façon dont la culture circule sur les réseaux sociaux et notamment grâce au format qu'on peut y faire. Aujourd'hui, donc du coup, on va poser cette question à vous deux. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que la jeune génération a de l'intérêt pour la culture ? Alors, on en parlait tout à l'heure. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a observé, nous, au Petit Palais, qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui venaient visiter nos expositions, qui venaient chez nous pour la nuit des musées, pour d'autres événements comme ça importants. Et c'est quelque chose qu'on vérifie, en tout cas, dans les chiffres de fréquentation du musée, dans les études de public. On a pu s'apercevoir que les 18-35 représentaient maintenant 25% de notre visitorat, contre 16% avant la crise sanitaire, en 2019. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose lié au Petit Palais ou pas ? Et c'est en fait une évolution positive qui s'observe dans d'autres musées, comme le Louvre ou le musée d'Orsay. Donc je pense qu'il y a vraiment un contexte positif. Les musées ont fait beaucoup d'efforts pour attirer ce public. C'est vrai que nous, c'était très important pour nous de faire venir ce public au musée parce que c'est pas notre public naturel. Et donc, il y a eu beaucoup de choses de faites avec l'organisation de soirées événementielles. Il y avait eu une mise en place de politiques tarifaires intéressantes. Donc, voilà, il y a eu quand même pas mal d'actions positives. On parlait tout à l'heure ensemble de ce que faisait le Louvre en invitant Beyoncé ou de s'unir avec des marques comme Uniqlo. Donc, on voit qu'il y a vraiment un travail sur l'image
pour que, en tout cas, les jeunes, quand ils voient le Louvre, ça ne soit plus vu comme un musée poussiéreux, ennuyeux, mais quand même quelque chose qui aussi utilise les mêmes codes qu'eux. Donc voilà, je pense qu'il y a ça. Et puis évidemment, les réseaux sociaux ont évidemment été très décisifs. Et notamment, je pense qu'il y a eu cette bascule au moment du confinement où voilà, tout le monde a été évidemment plus tourné vers les réseaux sociaux. Et je pense que ça a été un facteur important. Et bien justement, pour rebondir, Camille, toi, de ton point de vue de créatrice, quels sont les retours que tu as sur l'appétence de la culture, notamment de la jeune génération ? Est-ce que déjà ta cible, ton cœur de cible, sur ton compte Instagram, c'est quel âge ? Ça correspond assez à ce qu'a dit Mathilde. J'ai 60% de 18-35 ans. Enfin, après, j'ai pas le nez dans les chiffres toute la journée, clairement, mais effectivement, la majorité de mon audience a moins de 35 ans. Donc, après, quand j'ai créé la Minute Culture, j'avais pas une cible avec un âge en particulier dans la tête. Je voulais vraiment faire des formats pour tout le monde. Après, le choix d'Instagram fait que par défaut, c'est quand même un public qui est plus jeune en majorité présent sur la plateforme. Enfin, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et effectivement, ça se retrouve un peu dans les chiffres. Alors après, ce qui est drôle, c'est que ça, j'ai la vision chiffre, et puis après, j'ai la vision dans les échanges aussi, où je me retrouve de temps en temps avec des étudiants ou des lycéens. Je fais des devoirs, en fait, parce que j'ai régulièrement des demandes de est-ce que tu peux faire ça sur tel ou tel artiste, parce que j'ai un exposé la semaine prochaine, ou ma prof m'a demandé de trouver une œuvre d'art pour le cours, est-ce que tu peux m'aider ? Donc ça, c'est des choses qui reviennent, et c'est assez mignon. Donc ça prouve que du coup, il y a vraiment un intérêt de la jeune génération pour la culture. Tout à fait. Et donc du coup, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que le travail des institutions pour donner l'accès aux arts et à la culture en général vers la jeune génération a joué. Et il y a aussi l'émergence et le succès des réseaux sociaux en général, et notamment de ces outils. Donc on peut dire que le créateur, donc toi Camille, est devenu vraiment le médium privilégié pour faire le lien entre le public et justement les curateurs comme Mathilde. Est-ce que tu peux nous parler de toi, la façon dont tu crées ton contenu sur Instagram ? Oui, pour le côté médium privilégié, il y a plein de gens dont c'est le métier de faire de la médiation dans les institutions, et nous, créateurs, on participe à un effort de vulgarisation autrement. Mais on n'a pas inventé la poudre, et il y a plein de gens aussi, je le dis aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à positionner les créateurs comme des stars qui tout d'un coup ont inventé quelque chose, alors que il y a quand même plein de gens dont c'est le métier. Et donc, la création de contenu sur la Minute Culture, donc c'est une série de stories tous les lundis, un long format pour présenter un artiste, une œuvre, un sujet. Moi, je suis autrice, donc vraiment, c'est avant tout, même si le format et le résultat est très visuel, avant tout, c'est un travail d'écriture, c'est raconter une histoire, et c'est ça qui fait qu'on arrive à embarquer les gens. Donc voilà, donc c'est d'abord un support écrit qui ensuite, il y a une curation d'œuvres d'art qui est faite pour illustrer cette story. Et comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, l'idée c'est d'utiliser au travers de ces stories également tous les outils qui sont disponibles sur Instagram pour engager le public. Et c'est vrai que ce propos était très juste. Il y a énormément de modules d'engagement qui sont disponibles sur Instagram, des sondages, des quiz, qui permettent aussi de maintenir l'attention de l'audience pendant ce récit. Parce que c'est vrai que moi, je fais un peu, les stories telles que je les utilise, c'est clairement un contre-emploi, parce que normalement, c'est des formats courts et individuels, et en fait, moi, j'en publie 70 d'un coup pour raconter une très longue histoire. Donc, comme quoi aussi, les plateformes, c'est intéressant de suivre les règles, et puis parfois, on peut les détourner et en faire autre chose, et ça peut marcher aussi, parce que c'est aussi une manière de se distinguer. Et donc voilà, donc il y a tout ce travail à la fois d'écriture, d'engagement, d'illustration qui se fait avec un rendez-vous tous les lundis soirs. Ça a été important aussi pour créer cette audience, d'avoir pour le coup là je me suis inspirée de YouTube avec des créateurs de contenu sur YouTube qui publient avec un rythme régulier, toujours à la même heure, et c'est vrai que j'ai instauré ça sur la Minute Culture, et je pense que le rendez-vous du lundi soir, clairement, il est attendu aujourd'hui. Ouais. Et on va faire appel du coup à Mathilde. Toi, ça fait un moment du coup que tu es au Petit Palais, donc depuis 2013. Si je dis pas de bêtises, Instagram avait 2 ans. C'est en 2011, il me semble. C'est ça. Nous, quand je suis arrivée, on n'avait pas de compte Instagram. Il y avait une page Facebook, un compte Twitter qui était un petit peu en sommeil. Voilà. On n'est pas non plus digital native, donc il a fallu qu'on apprenne sur le tas, et puis qu'on expérimente. Mais du coup, maintenant, on a
un compte Instagram avec 185 000 followers, qui est pas mal, mais on peut faire encore mieux. Voilà, et on n'est pas encore sur TikTok, mais ça va être notre projet là, cette année de se lancer sur TikTok. Voilà. Et toi, à travers ton métier, comment tu as vu cette émergence des créateurs de contenu et des réseaux sociaux dans ton métier? Comment tu les as intégrés? Alors, moi, j'avais plutôt un regard plutôt positif, on va dire, sur les... c'est vraiment un regard très positif sur les créateurs de contenu, les influenceurs culture, parce que c'est vrai que quand on a fait un petit peu d'histoire de l'art et qu'on voit et que je voyais les stories de Camille, je me disais bon bah ouais, en fait elle a vachement bossé quoi. Enfin c'est un travail hyper sérieux. Donc forcément on était plutôt, moi j'étais plutôt en confiance et quand on a voulu commencer à collaborer, on s'est naturellement, ça a été une des premières qu'on a contactées. Parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment un sérieux dans la collaboration. Et puis qu'on pouvait du coup lui faire confiance. Et ça a été un petit peu la manière dont on a envisagé cette collaboration, c'est de lui dire, bah voilà, il y a cette exposition, donc c'était édition limitée, c'était une exposition sur la figure d'Ambroise Vollard en tant que personne qui a vraiment été décisif dans la valorisation de l'estampe et dans le lancement de l'estampe artistique. Et c'était du coup un sujet pas forcément évident. Et du coup, ça nous apparaissait assez naturel de faire appel à Camille parce qu'on s'est dit, bah voilà, elle va réussir à expliquer, à utiliser sa touche pour rendre vraiment cette exposition, la faire comprendre au public qu'elle est vraiment intéressante, que la figure d'Ambroise Vollard vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est la parfaite transition parce que justement je voulais parler de ça. Comment se passe, bon là du coup vous êtes le parfait exemple, mais comment se passe une collaboration entre un curateur et un créateur de contenu pour faire du contenu? Ouais, je pense qu'il n'y a pas une recette miracle en fait, ça dépend de chaque créateur et de chaque institution. Je pense que la règle de base, et ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une affinité entre les deux. Et que, dans mon cas particulièrement, quand je collabore avec une institution, il faut que ça colle absolument à ma ligne éditoriale, parce que les gens viennent chercher un contenu particulier sur la Minute Culture, et il faut donc que le contenu de l'institution s'inscrive de manière cohérente avec tout ça pour que ce soit logique, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Après, moi, je suis un peu une enfant gâtée. J'ai ce luxe-là où je fais pas de démarchage. Je démarche personne pour les collabs. J'attends que les institutions viennent me voir parce que j'ai pas envie d'avoir à convaincre des gens qu'il faut que je travaille avec et à les convaincre du bien fondé de la présence de la Minute Culture sur Instagram. Donc j'aime bien bosser avec des institutions qui ont une maturité sur le sujet et qui du coup vont me faire confiance. Et ça a été les mots de Mathilde en fait, parce que moi je fais relire en fait les contenus avant de publier par les institutions, mais j'insiste sur le fait qu'elles relisent pour être sûres de la justesse du propos scientifique et historique. En revanche, le ton, les blagues, l'engagement, etc., ça m'appartient complètement. Donc moi, j'ai besoin d'avoir totale liberté de mouvement dans ce que je raconte, et c'est pour ça que c'est nécessaire qu'on s'entende bien avec l'institution et que ce soit cohérent. Et ça, c'est vraiment la garantie d'avoir une collab qui fonctionne bien, en fait. Et toi, Mathilde, comment toi tu choisis un créateur de contenu pour collaborer sur une expo ou un artiste en particulier? Alors après, nous on travaille avec différents créateurs de contenu, mais et de manière différente avec chacun. Donc, ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on a cherché en collaborant avec Camille, c'était vraiment qu'elle puisse apporter un travail sur le contenu de l'exposition et le rendre accessible au plus grand nombre. Ça, c'était vraiment important pour nous, et évidemment, après, de participer à la notoriété de l'exposition grâce à sa très grande communauté, donc ça, c'est sûr. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment de travailler sur le contenu et d'utiliser Instagram comme un moyen de médiation et d'expliquer, en fait. Donc, nous, la collaboration, elle va être réussie quand on voit que des gens ont appris quelque chose, quand on voit qu'il y a une envie ensuite derrière d'aller au musée, de venir voir l'exposition,
Voilà, ça c'est pour moi c'est réussi et c'est peut-être les chiffres c'est important mais c'est pas le plus important en tout cas pour nous. C'est vraiment s'il y a voilà, si on voit des commentaires en disant mais c'est super, j'ai appris quelle était la vie de cet homme, j'ai appris comment réaliser une estampe, j'ai compris cette technique est si compliquée, merci Camille. Ben voilà, pour moi ça c'est vraiment des signes que la collaboration a fonctionné. Et puis ensuite, on fait aussi appel à des créateurs de contenu qui peuvent aussi devenir des ambassadeurs. J'ai vu Dima, je crois, dans la salle, qui nous a aidé à travailler sur notre exposition Répine l'année dernière et qui du coup, a porté la parole de l'exposition sous la format de Reels, des petites vidéos courtes, voilà. Et donc, il était vraiment un ambassadeur de l'exposition. Et d'ailleurs, quand c'était hyper drôle parce que quand il a fait sa dernière vidéo, il a dit ça sera ma dernière vidéo. Il y avait plein de commentaires en disant oh mais non, mais vous partez déjà, etc. Donc il était vraiment identifié et voilà, et c'était vraiment super. Donc c'est devenu un automatisme d'intégrer des créateurs de contenu pour communiquer ? Alors c'est devenu, oui, c'est quelque chose qu'on fait de manière systématique maintenant et on les invite aussi à nos vernissages et on crée des moments pour eux. Maintenant, effectivement, parce que ils font partie vraiment maintenant des dispositifs de communication de l'exposition. On les invite au même titre qu'on inviterait un journaliste comme un quotidien, une radio, une télé. On invite pour nous les influenceurs culture, c'est vraiment partie intégrante de nos plans de com maintenant, tout à fait. Et toi Camille, quand est-ce que tu estimes que la collaboration est réussie et comment tu sais qu'elle t'a plu ? Déjà, il y a le plaisir de l'échange. Parce que la collaboration, certes, on envoie le résultat sur Instagram, mais c'est tout un travail de préparation et de dialogue avec l'institution. Donc déjà, il y a ce plaisir-là à chaque fois. Je demande toujours à rencontrer les commissaires d'exposition. Donc c'est toujours des dialogues riches et extrêmement intéressants avec des gens qui savent plein de choses. Donc poser des questions à des gens qui savent plein de choses, moi, c'est ma came, en fait. C'est ce que j'aime faire. Donc, le plaisir, il est là. Après, il y a le plaisir d'écrire, de créer ce contenu. Donc, déjà, il y a tout cet amont. Et puis, effectivement, après, il y a la satisfaction au fur et à mesure de voir le contenu se produire. Enfin, c'est moi qui le produis, mais il se produit, quoi. De le voir exister sur Instagram, c'est déjà quelque chose en soi qui est intéressant. Et puis après, tout d'un coup, vous avez les retours des gens qui vous répondent, qui sont contents. Là, effectivement, sur cette expo-là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir expliquer. Là, je vous ai mis en boucle les 10 premiers écrans de la story, mais il y a tout ce travail aussi pour expliquer techniquement ce qu'est l'estampe. Et en fait, c'est ça que j'aime aussi dans les collaborations. C'est quand je vais arriver à toucher du doigt quelque chose, une explication, un contenu que moi, j'aurais pas fait toute seule parce que j'avais peut-être pas les connaissances suffisantes. Et en fait, les collabs comme ça, c'est 1 + 1 = 3, en fait. C'est vraiment, tout d'un coup, ça donne lieu à un contenu que j'aurais pas pu faire toute seule, que le musée n'aurait pas pu faire seul, et où ensemble, on arrive à créer quelque chose de plus, quoi. Et donc, effectivement, quand on arrive à être juste, on a ces commentaires, ces retours des gens qui ont appris quelque chose. Et ça, c'est rewarding, comme disent les Américains. J'ai plus le mot en français, mais ça fait plaisir. Et bon, là, après, il y a un chiffre un bête chiffre comme ça qui dit pas grand-chose sur les slides. C'est 68% du taux d'engagement. C'est que bon, en fait, moi, c'est mon ancien métier d'être social media manager, donc j'ai un peu aussi la manie des chiffres. Et en fait, à la fin 68% du taux d'engagement, c'est le nombre de personnes qui ont participé au quiz de fin de stories. Donc en fait, on est quand même sur des contenus qui font 70 écrans. Malgré tout, ça reste un contenu exigeant où il faut maintenir l'attention jusqu'au bout. Et en fait, vous avez quand même à la fin 70%, 68% des gens qui interagissent avec son contenu. Donc c'est pas des utilisateurs passifs qui passent les écrans pour nettoyer leur feed. C'est quand même des gens qui sont là, qui ont suivi le contenu, qui participent. Donc ça, si on veut vraiment sortir du côté Cali, il y a aussi ces chiffres-là qui permettent de mesurer, bien sûr, et Instagram est très bien fait à ce niveau-là. Et puis après, voilà, vous avez tout ça. Les gens qui sont contents, qui vous disent qu'ils vont venir à l'expo. Et ça, c'est génial, en fait. Parce que là, on se dit qu'on a touché... on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire. C'est l'essence de la Minute Culture, elle est là. Dans le fait que les gens aient appris quelque chose et qu'ils aient envie de se déplacer pour voir une expo. Et ça, ça remplace tous les chiffres du monde.
Et toi, comment t'expliques ce succès? Parce qu'il y a des créateurs de contenu dans la salle. Quel conseil tu donnerais pour, pas pour avoir le même succès que toi, parce que du coup, il y a que la Minute Culture, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? C'est une vaste question, mais je pense qu'effectivement, il faut penser les formats en fonction adaptés aux plateformes, en fait. Et c'est vrai que la Minute Culture, c'est un format qui a été créé en 2019, donc au moment où je le crée, Instagram a déjà 10 ans, en fait, de présence en France. Après, je ne sais plus, ça a 15 ans d'existence sans doute. Et donc, on pourrait se dire que c'est trop tard, entre guillemets, parce qu'il y a déjà trop de monde sur la plateforme et il y a déjà trop de choses qui sont dites. Mais en fait, la Minute Culture, ça avait cette vertu d'être en parfaite cohérence avec les outils et les usages de consommation de la plateforme. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et c'est pour ça que l'équipe de Meta nous a parlé aussi longuement des Reels qui font partie des usages aujourd'hui. Donc il faut en fait tenir compte des usages de la plateforme, parfois aussi les détourner, c'est un peu ce que j'ai fait, et effectivement essayer d'utiliser tous les outils à disposition. En fait, il ne faut pas forcément faire que des Reels ou que des Stories ou que des posts fixes, mais au contraire avoir un bon mix de l'ensemble pour réussir à toucher différents publics différemment. Donc ça, c'est la première chose. Après, on ne va pas se mentir, c'est du travail, Mathilde l'a dit. Les stories sur la Minute Culture, c'est énormément de temps passé à documenter. D'abord, c'est la première chose, parce que ceux qui les lisent le savent, à la fin, tout est crédité, tout est sourcé. Et c'est aussi comme ça que j'ai gagné la confiance des institutions. C'est que depuis le jour 1, je source tous mes contenus. Et ça, c'était vraiment important, parce que moi, je n'avais pas de diplôme en histoire de l'art. Donc, clairement, j'avais le gros syndrome de l'imposteur quand je suis arrivée sur la plateforme, et qu'en plus, le succès a été assez rapide. Enfin, la Minute Culture, au lancement, en 24 heures, c'est 1000 personnes. En 3 jours, c'est 10 000. En 10 jours, c'est 20 000. Donc, j'ai pas eu le temps, en fait, je me suis retrouvée un peu comme ça, sous le feu des projecteurs. Donc, c'était hyper important que tout ce travail-là soit juste crédité. Donc, il y a tout ce travail en amont de recherche, et puis après il y a l'écriture. C'est véritablement c'est là où, moi je m'éclate. C'est vraiment de raconter une histoire, d'embarquer les gens. Donc c'est vraiment un mix de tout, en fait. Et puis pardon, Nancy, la première chose, c'est quand même la passion. Là, je suis partie tout de suite dans de la technique, mais en fait, je pense que on fait pas influenceur pour être influenceur. D'ailleurs, c'est pas vous qui décidez d'être influenceur, c'est les gens qui vous suivent à un moment, qui sont de plus en plus nombreux. Mais l'important, c'est de parler de choses qui nous passionnent, qui nous tiennent à cœur, alors que ce soit la culture, les fringues, la nourriture. Voilà. Mais c'est quand même le cœur du sujet. Tu me fais la parfaite transition justement pour parler du format et de son importance, notamment de la vulgarisation des propos. Comment on trouve le bon format? Est-ce que toi, Mathilde, déjà, tu as une idée en tête en tant qu'institution du format idéal? Est-ce qu'il existe déjà? Je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas s'il y a un format idéal. Moi, je trouve que... nous, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le format des stories et les vidéos, les Reels. On trouve que c'est... les stories, je trouve que c'est vrai, ça se prête plutôt bien, en tout cas, nous, à des focus, à de la médiation un petit peu plus poussée, à essayer de montrer des angles un petit peu différents sur les expositions, voilà, un peu ce que tu fais, mais d'une autre manière, bien sûr. Mais voilà, moi, je trouve que c'est plutôt des formats intéressants. Après, c'est vrai que il faut qu'on explore, il y a d'autres choses à voir, et puis il faut qu'on se mette évidemment sur les vidéos, même si ça demande effectivement beaucoup de travail, et qu'on n'est pas tous Jean-Philippe Persissi, mais oui, je pense que les vidéos et les stories, c'est des formats qu'on utilise beaucoup, et on utilise évidemment les posts énormément, et c'est là qu'on voit la force de l'image. Nous, l'année dernière, on a eu cette exposition de Jean-Michel Othoniel au musée, et on a vu à quel point l'impact a été immense pour nous, parce que c'est vrai qu'on a la force de l'image sur Instagram, c'est quand même hyper puissant, et c'est des photos qui ont été repostées, postées, cet escalier de bleu, je pense que tout le monde l'a vu sur les réseaux, et ça a eu un impact très très fort. Et on a la chance de travailler dans le milieu de la culture, où en fait toutes les œuvres au mur ont une potentielle puissance sur le fil d'Instagram. Et donc voilà, je pense qu'effectivement la photo n'est pas complètement morte, en tout cas sur Instagram. On l'espère.
Et toi, Camille, est-ce que c'est nécessaire de s'adapter justement au futur des réseaux sociaux parce qu'il est déjà là? Donc, tu parlais de story. Est-ce que tu as réussi à te lancer sur Reel, par exemple? Ouais, en fait, j'ai plein de choses à dire là-dessus. On t'écoute. Non, en fait, je pense que alors oui, j'ai fait quelques reels comme ça pour tester. Il y en a qui ont cartonné, d'autres moins bien marché. Donc c'est aussi un apprentissage et il faut tester des choses. En fait, après, je pense que, dans l'absolu, si on veut durer, il faut se poser la question effectivement, d'utiliser tous les outils de la plateforme. Après, ça pose la question de qui on est aussi. En fait, est-ce qu'on a envie de continuer à être influenceur, etc., ou est-ce que le sujet est ailleurs? Donc je pense qu'il y a cette question qui est présente déjà. Et en fait, quand on fait ces reels-là, il faut penser à ce qu'on est, à l'ADN de son compte. Et c'est vrai que moi, par exemple, les vidéos que j'ai testées, c'est plus ou moins des évolutions de choses que je fais en post fixe. Parce que tout d'un coup, si je me mets à faire un format comme ça, où je fais une visite de musée et tout, bon, j'en sais rien, peut-être que je vais trouver une clé pour le faire, voilà. Mais c'est peut-être pas ce qui est attendu de mon audience et c'est peut-être pas ce qu'elle vient chercher. Et effectivement, moi, quand je suis arrivée sur Instagram, c'était aussi parce que les codes de communication me convenaient, que j'avais pas spécialement envie de me mettre en scène en vidéo, et donc ça m'allait très bien en fait. Donc voilà, aujourd'hui je teste des choses. Après, ce qui est drôle, c'est quand parfois il y a des succès inattendus, quand on fait 100 000 vues avec un reel sur Marcel Proust, c'est drôle en fait, parce que on se dit qu'il y a un potentiel à exploiter, et en revanche, oui, après, comme tout, ça nécessite du temps pour y penser et pour le produire. Ça, c'est indéniable. Et on peut aller faire la transition avec le ton. Tu dis adore écrire, tu dis que tu adores la partie écriture. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi toi ton ton sur tes posts? J'essaye d'avoir un ton un peu décalé. Après, ce mot-là, décalé, il s'est un peu galvaudé au fil des années, parce que maintenant tout le monde fait de la culture décalée. Mais en fait, effectivement, au moment où je crée la Minute Culture, finalement, il n'y a pas tant que ça de façon de parler de la culture avec un ton plus léger, qui n'empêche pas en fait le sérieux du propos, mais en tout cas qui, dans la forme, prend des codes d'une communication qui se rapproche plus des conversations qu'on peut avoir entre nous. Donc là, après, on voit un post en feed. En fait, le post en feed, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, puisque chaque semaine, il y a vraiment une longue story de 50-70 écrans, et que à chaque fois, je l'annonce en feed grâce à un post. Et chaque fois, les posts, j'essaie de faire des mèmes en essayant de me rappeler de la situation, de situations de vie courante où je détourne des peintures. Et c'est vrai que le détournement de peinture, ça fait des années que ça existe avant Instagram, sur des plateformes comme Reddit ou autres, où on voyait en fait cette culture du mème. Et c'est vrai que faire parler des peintures, c'est un truc qui marche généralement bien. Moi, ce que j'adore, c'est les mises en tension entre des univers qui sont très anciens et des insights qui sont hyper récents. Et c'est là où je m'amuse le plus, en fait. Et en story, au niveau de la vulgarisation, comment tu rends accessible l'information? C'est un travail. C'est pour ça que je te pose la question. Vaste sujet. Vaste sujet. C'est un gros travail d'assimilation et de synthèse. Pour essayer d'arriver à dire l'information juste en un minimum de mots. Après, j'ai conscience que je fais des contenus longs, donc j'essaie de pas trop charger les écrans avec du texte. Et puis, je le disais tout à l'heure, utiliser les modules d'engagement, les quiz, les sondages, etc., pour maintenir l'intérêt du public au fur et à mesure de la story. Et puis, raconter une histoire, avoir une histoire qu'on a envie de suivre au fil des écrans. Donc, du coup, on a vu la partie vulgarisation, on a vu la partie entertainment. On va parler maintenant de la collaboration et notamment du brand content qu'il peut y avoir entre vous. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a un qui se prépare rapidement entre vous deux. Oui, lundi. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Vas-y Mathilde. En fait, nous, on a fait de nouveau appel à Camille pour notre exposition qui est actuellement au musée, qui s'appelle Walter Sickert, qui est une exposition dédiée à un peintre anglais absolument inconnu en France, mais qui est une grande gloire de la peinture en Angleterre. C'est un peu aussi l'ADN du Petit Palais que de montrer des artistes qui sont très peu connus en France. C'est pour ça qu'on a besoin souvent de faire appel à Camille notamment, parce que l'idée c'est de montrer que cet artiste-là est intéressant et qu'il vaut vraiment la peine
d'aller visiter l'exposition qui lui est dédiée. Donc du coup, on a commencé à travailler ensemble. Donc ça se construit. Déjà, il faut prendre rendez-vous très très à l'avance avec Camille parce qu'elle a un planning très chargé. Donc je crois que je sais pas, ça fait depuis l'année dernière qu'on avait bloqué cette collab. On l'a calé en novembre 2020. Ouais. Enfin, 21. Ouais, donc ça fait 1 an. Voilà. Et parce qu'on savait que son agenda se remplissait très très vite. Donc quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire pour l'année 2022, on s'est dit l'année dernière que on voulait travailler avec elle. Et puis on a organisé un rendez-vous avec la commissaire de l'exposition, Clara Roca, qui est formidable. Et je dois dire qu'on voit arriver aussi dans les musées de nouvelles générations de conservateurs qui manient les codes d'Instagram très très bien, parfaitement, pour communiquer sur leur travail. Et c'est des gens du coup qui n'ont pas du tout peur, en tout cas, de travailler avec des créateurs de contenu et qui sont plutôt en confiance. Donc ça, je pense que ça mérite d'être souligné parce que je pense qu'on n'aurait pas forcément pu faire ça il y a quelques années avec les générations plus anciennes qui étaient vraiment sur la réserve, sur ce genre de collaboration et voilà. Donc et puis nous on a raconté notre exposition à Camille et puis après on lui a dit hop, vas-y, on te laisse faire. Et donc voilà, après c'est aussi simple que ça. On lui a envoyé toutes les images qu'on avait et puis elle nous a envoyé sa story et franchement on avait pas grand chose à modifier, à rajouter. Donc parce que c'était très juste, c'était très drôle. Et elle a su effectivement expliquer quel était l'intérêt de cet artiste. Et voilà, c'est tout ce qui est. Donc, vous verrez ça lundi. J'espère que ça vous plaira. J'ai la pression maintenant. Oui, en fait, effectivement, moi, la première chose quand je collabore avec des institutions, c'est effectivement toujours de pouvoir parler aux conservateurs, aux équipes scientifiques pour avoir un propos qui soit juste. Et après, une expo, c'est dense, surtout au Petit Palais, il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses. Donc, à un moment, il faut aussi choisir ce qu'on va dire. Parce que, déjà, il y a deux intérêts. C'est que, moi, je ne peux pas tout raconter. Et en plus, ce n'est pas souhaitable parce que l'idée, ce n'est pas non plus de spoiler complètement l'expo aux gens qui voudraient venir la voir. Quand même, voilà. Et puis c'est quand même pas la même expérience de raconter quelque chose sur Instagram et de le garder en vrai. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un contenu qui peut vivre seul, indépendamment de l'exposition, mais qui en même temps encourage les gens à creuser le sujet et à aller la voir. Et effectivement, à partir du moment où on ne peut pas tout dire, mais il faut choisir. Donc là, on a un personnage quand même qui est particulier, Walter Sickert, qui a un peu des personnalités fluctuantes. Donc voilà, c'est notamment là-dessus que je voulais mettre l'accent. Et en fait, l'idée, c'est ça, de se dire quels sont les messages de communication, quels sont les éléments à propos de cet artiste que je veux transmettre. Et ensuite, à partir de là, j'ai monté mon récit. J'ai monté mon storyboard, je l'ai envoyé en validation. Donc, vous avez effectivement pu faire des retours, notamment sur Degas, où on voulait ajuster le propos pour Tout à fait. Voilà, pour essayer de mieux saisir l'influence que Degas a eue sur Sickert. Donc, c'est vraiment sur ce genre de points, par exemple, que le musée va pouvoir intervenir et dire ce serait plus juste d'en parler de cette manière. Et je suis ravie d'avoir ce genre de retour pour avoir le meilleur contenu possible à partager. Et puis après, j'ai eu les images. Je suis retournée hier au Petit Palais prendre en photo quelques images qui me manquaient. Et le contenu sera en ligne lundi. On a hâte de le voir. Et pour rebondir justement là-dessus, en tant que créatrice, quand on est payé pour faire un contenu, est-ce qu'on arrive à garder quand même sa liberté, sa créativité et son objectivité sur le sujet ? Oui, alors ça c'est un peu la grande question. Est-ce qu'on peut être indépendant en termes de pensée et de propos ? Bon, déjà il y a une chose, c'est que après je le disais, moi j'ai la chance de pouvoir choisir mes collaborations. Donc déjà en amont, il y a quand même un tri qui se fait sur l'intérêt de l'exposition, sur qui est l'institution, parce qu'il y a des institutions, quand on travaille avec le Petit Palais, on a quand même une garantie d'avoir une exposition qui tient la route. Et puis après, vérifier qui sont les commissaires d'exposition qui a porté ce propos-là, pour être sûr déjà qu'on va parler d'une exposition qui est quali. Ça, c'est le premier truc en amont. Après, moi, je ne suis pas critique d'art. C'est aussi des questions de positionnement. Voilà, ça m'arrive complètement d'aller à des expositions,
de pas aimer l'expo, mais dans ce cas-là, en fait, je vais pas en parler sur Instagram en disant c'est de la merde, n'y allez pas. Vraiment, c'est pas mon sujet. En plus, moi, ça me plaît pas à moi, mais ça peut plaire à d'autres gens. Et enfin, j'ai aussi conscience qu'il y a un pouvoir de prescription qui est assez fort et qu'il y a quand même si l'expo me plaît pas, il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus, donc j'essaye de respecter ça. Enfin, moi-même, je suis autrice. Là, je vais sortir un livre que j'ai annoncé là dans mon dernier post, et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, si les gens disaient ah c'est de la merde, l'achetez pas, je serais quand même extrêmement vexée, même s'ils sont en train de le penser. Donc là, c'est un peu pareil, de la même manière. J'ai pas envie de passer mon temps à bitcher sur Instagram sur des trucs que j'aime pas. Donc les trucs que j'aime pas, j'en parle pas, et vraiment ça règle le sujet. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a un filtre en amont sur avec qui j'ai envie de collaborer. Qui sont les institutions, quel est le sujet, et vraiment, là, voilà. Après, ça, c'est vraiment sur la partie sur le filtre en amont. Et après, je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai besoin d'avoir carte blanche sur les sujets. Après, je travaille en confiance avec les institutions parce que j'ai montré au fil de mes collabs et au fil de mes contenus que je faisais pas n'importe quoi, je racontais pas n'importe quoi. Il y a des détournements, il y a des vannes, il y a des trucs drôles, mais c'est jamais irrespectueux ni envers les institutions ni envers les artistes. Et toi, Mathilde, de ton point de vue donc, d'une institution, comment on arrive à trouver le juste équilibre entre le conseil et orienter le créateur vers ce que vous souhaitez avoir ? Alors en fait, c'est vrai que nous, on avait plutôt envie de laisser, et puis ça, Camille libre, et ça tombait très bien parce que c'était exactement ce qu'elle voulait. Donc, mais par contre, c'est vrai que, par exemple, pour Édition Limitée, il y avait effectivement ce focus sur la technique qui nous paraissait être un élément important à valoriser dans sa story. Donc ça, c'est quelque chose qu'on lui a dit en amont. Et puis aussi sur les anecdotes aussi, des choses qui peuvent aussi qu'on ne va pas retrouver forcément dans le dossier de presse, c'est pas des choses qu'on va forcément retrouver sur d'autres supports, mais c'est des petites anecdotes qui vont faire tout le sel de sa story, et c'est du coup c'est dans notre intérêt aussi de partager ce genre d'informations. Donc, voilà. Oui, après, le contenu, il est aussi complètement conditionné par la conversation qu'on a en amont. Donc, moi, le musée me nourrit. Et c'est à partir de cette matière brute que je construis mon contenu. Donc, c'est effectivement important qu'eux aussi soient acteurs du contenu en apportant ces éléments-là. Voilà, mais l'idée, c'est pas de brider le ton. Voilà, c'est évidemment, du coup, on la laisse libre parce qu'on sait que c'est pas un ton que nous, on va pouvoir utiliser dans nos propres stories, sur notre compte. Et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, voilà, je pense qu'on fait L'idée, c'est de donner envie. On le fait de manière différente. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est très bien comme ça. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Non, je pense qu'on a tout dit. Tout dit en partie. On a été, je pense, relativement exhaustif. Bon. Moi, j'ai une question, Camille, c'était savoir, tu parlais tout à l'heure, toi, tu démarches personne. Ouais. Du coup, j'imagine, il y a beaucoup de personnes comme le Petit Palais qui doivent attendre pour faire des collaborations potentielles avec toi. Mais du coup, comment tu arrives, toi, à différencier, à choisir le contenu organique du contenu payant ? Comment tu te dis, là, j'ai trop de contenu peut-être que je fais en collaboration avec une institution ? Comment tu arrives à choisir ou alterner déjà, c'est limité par le temps que j'ai à ma disposition pour le faire. Ouais. Bien sûr. C'est ça. Après, j'essaye de diversifier avec d'autres activités aussi parce que j'ai pas complètement envie de dépendre d'Instagram, parce que ce serait précaire de complètement dépendre d'Instagram et qu'à côté de ça, j'ai d'autres activités. Ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai que aujourd'hui, c'est ma principale source de revenus malgré tout. En fait, je sais pas, je crois que j'ai une audience hyper sympa. Donc... Okay. mais ils sont vraiment cool. Et c'est vrai que là, par exemple, en fait, pendant l'écriture de mon livre, en fait, j'ai pas beaucoup posté parce que j'étais mobilisée ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai dit, je suis désolée, je peux pas poster en ce moment, je suis prise. Et tout le monde était mais oui, pas de souci, merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, ils sont très gentils. Et après, quand j'ai repris, il y avait des collabs, mais en fait, je me suis même pas posé la question de savoir si c'était gênant d'avoir 2 partenariats à la suite, parce que à chaque fois, comme le disait Farah, c'est des partenariats qui sont complètement cohérents
avec ma ligne édito, et qu'en fait, par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était avec le Louvre, et on a fait un truc cool. Je suis rentrée dans l'atelier encadrement dorure du Louvre. Ça, c'est vraiment c'est un moment qui est en plus exceptionnel pour moi, parce que c'est des endroits qui sont pas ouverts au public normalement, et où j'ai eu le droit de rentrer, et où en fait, certes, j'ai été rémunérée pour faire ça, mais en réalité, les gens sont contents de le voir. Et du coup, j'ai pas l'impression de vendre un truc aux gens. Je fournis juste un contenu qui me plaît, qui est cohérent. Et là, du coup, la rémunération, elle est... Enfin, à la limite, je reçois des messages pour me dire ah bah, tant mieux que vous ayez été rémunéré pour le faire. Et les gens me disent j'espère qu'on vous paye cher. Donc c'est plutôt cool. Et c'est vrai qu'en fait, par exemple, dans mes stories, moi, la mention partenariat rémunéré, effectivement, elle est toujours un peu compliquée parce que tout de suite, en plus, le cadre légal est assez clair là-dessus. Il faut pouvoir le dire en amont de son contenu, de montrer de manière explicite et dès le début qu'il est rémunéré. Donc il faut le dire. Après, c'est un peu chiant quand c'est écrit comme ça, partenariat rémunéré, parce que tout de suite, ça fait attention, c'est de la publicité et tout. Et en fait, moi, j'ai changé cette mention. Et en fait, sur tous mes contenus, c'est écrit partenariat rémunéré à sa juste valeur. Et en fait, tout de suite, quand on écrit ça, ça dit quelque chose sur le temps passé. Et que, en fait, cette rémunération-là, je ne suis pas juste une vendue qui est payée pour faire la promo de quelque chose. C'est qu'au contraire, c'est légitime que ce soit rémunéré. Et voilà, et du coup, j'ai une audience qui est hyper ouverte à tous les sujets que je peux leur proposer. Donc, j'ai pas vraiment de question de calendrier, en fait. Ok, merci. Voilà. Très clair. Toujours personne? Non? Peut-être une petite question. Moi, c'est... y a des artistes dans la salle aussi. Est-ce qu'un artiste peut t'approcher directement? Et est-ce que tu travaillerais directement sur la mise en avant de l'œuvre d'un artiste, sur une interprétation Je l'ai fait sur un photographe qui s'appelle Clément Chapillon, mais à la base qui est un ami. Je sais pas quoi répondre à ça. En fait, j'avoue que j'aime bien travailler avec les institutions. Parfois, je me dis qu'avec les artistes, c'est peut-être plus sensible dans le sens où, en plus, je me dis que si je collabore avec je vais être submergée de messages dans tous les sens et que ça peut être compliqué à gérer. Donc souvent, j'aime bien que l'institution fasse le filtre. Après, ça n'empêche pas que le travail des artistes, j'en parle quand je vais en galerie, quand je vais en musée. Hier, en passant au Petit Palais, il y avait l'exposition d'Hugo Rondinone. Mais oui, l'installation est magnifique. Et là, tout à l'heure, chez vous, j'ai vu chez Perrotin, j'ai vu la magnifique Pietà en marbre de Carrare. J'ai oublié le nom de l'artiste. Tavares Strachan. Exactement, merci. Et ça, j'ai pris en photo en me disant, bah, ça, j'en parlerai. Donc, oui, les artistes, j'en parle. Mais j'aime quand même bien le filtre de l'institution ou de la galerie pour avoir, je pense, une collaboration qui est plus efficace. Après, il y a d'autres gens comme Margot Brugvin et Hugo Spini qui sont là au deuxième rang, qui sont des créateurs que j'admire beaucoup pour leur travail respectif et qui parlent d'artistes directement. Donc, il faut aller les voir.